On va commencer. Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait changer le monde en mangeant? Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui façonnent l'alimentation de demain. Chefs, productrices, artisans, entrepreneuses, mes invités bousculent les codes pour réinventer notre façon de manger. À travers leurs histoires, ils nous dévoilent les coulisses de nos assiettes, leur impact sur notre société, notre santé, notre planète, et nous partagent ici leurs ingrédients du changement. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette. La recette de quoi, du bonheur? Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Il y a une recette que j'aime beaucoup. Moi, je reste toujours fidèle à la recette. Tu veux que je te donne une recette là tout de suite? C'est une nouvelle recette en plus, il y a marqué sur le packaging. C'est sûr qu'on peut changer le monde en mangeant. Est-ce que ces exigences, vous les appliquez également? Est-ce que ce modèle, vous l'appliquez également dans vos boulangeries Maison Landmen? Parce que pourquoi vous n'avez pas choisi de végétaliser? Pourquoi tu n'as pas choisi de végétaliser Maison Landmen, de transformer Maison Landmen tu as choisi de créer d'autres boulangeries? Mmh. Donc, c'est quoi aujourd'hui? Comment ça fonctionne? J'aime beaucoup, l'analogie que fait Olivier Hamon sur les modèles de robustesse. C'est de dire dans un volier, des tourneaux, dans un volier d'oiseaux, c'est ceux qui sont à la marche qui font, qui donnent la direction du groupe, c'est pas ceux qui sont au centre. Et en fait, quand on fait naître un projet qui est singulier dans un groupe, on peut choisir de rester dans un canal et de se dire: «En fait, ça fonctionne, je mets plein de balles» et là on est performant. Ou on peut choisir d'essayer de faire naître des projets qui vont peut-être mourir, qui vont peut-être pas marcher, mais qui tentent d'apporter une réponse aux problématiques qu'on est en train d'évoquer. Et Land Monkey, c'était ça. C'est-à-dire que Maison Landman, elle a permis, par sa solidité, par l'enracinement qu'elle avait, sa solidité financière, de faire naître un projet qui était complètement disruptif et singulier et qui aurait pu très bien ne pas marcher et mourir. Mais ça tuait pas le groupe. C'était donc je perds en performance, mais je gagne en robustesse parce que je fais naître un projet qui tente de répondre à ces problématiques-là. Et du coup, une fois que ça fonctionne et que tu prouves que c'est plus une utopie parce que ça fonctionne, eh bien, tu peux prendre les bonnes pratiques de ce que tu viens de voir naître et qui fonctionne et de transformer ton modèle initial. Et c'est ce qu'on fait chez Maison Landmen. Ce qui demande aussi transformation des ressources financières, de la transformation des magasins pour faire naître une autre façon de consommer. Donc, on ne peut pas transformer un modèle comme ça du jour au lendemain. Ça demande, un, trop de ressources financières et deux, une mise en risque qui est trop forte vis-à-vis d'une clientèle qui a adhéré à ce que tu lui proposes et tout d'un coup, tu es en rupture et tu lui proposes complètement quelque chose d'autre. Donc en fait, Maison Landmen, pour le dire simplement, elle prend ce qui fonctionne bien chez Land Monkey, qui est une espèce de boîte, une coque dans laquelle on va essayer plein de nouvelles choses et quand ça fonctionne, eh ben, elle les plug dans son modèle pour se verdir au fil des années. Et du coup, moi, ce qui m'animait, c'était au-delà de peser positivement, puisque c'était favoriser une alimentation végétale pour les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, c'était de me dire, qu'est-ce que c'est une entreprise qui gagne de l'argent au XXe siècle? Qu'est-ce qu'on va faire de cette valeur si le modèle fonctionne, tu vois? Interroger la place d'une entreprise, d'une organisation humaine à but lucratif, c'est ça l'entreprise au XXIe siècle, dans un contexte où elle doit se plier aux limites planétaires. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est entreprendre à l'âge de l'anthropocène? Qu'est-ce que c'est, monter une entreprise à l'âge où, en fait, les scientifiques te disent: «Bah, tu dois pas sortir de ces limites-là, parce que sinon il va y avoir des gros problèmes». En fait, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais tu sors pas de ces 9 limites planétaires qu'on a décidées parce que, on voit bien que c'est un peu comme l'huile et l'eau, qu'on n'arrive pas à plugger l'univers de l'entreprise dans le monde de la science qui nous recommande d'aller à l'encontre de ce que dit l'entreprise. L'entreprise, c'est un milieu extractiviste où on va extraire des produits qu'on va transformer, qu'on va vendre et on va générer des déchets. C'est ça une entreprise. Mais nous, dans cette industrie-là, comment on va pouvoir, repenser ce que pourrait être un modèle entrepreneurial et ça a une définition, cette entreprise-là, ça s'appelle une entreprise régénérative. L'idée, c'est qu'en fait, cette organisation humaine à but lucratif génère plus de positivité pour la biosphère, la planète, que de négativité. Et donc là, il faut choisir des métriques parce que tu peux en choisir des dizaines. Et nous, on en a choisi 3 qui est, l'économie de carbone, l'économie de terre arable et l'économie d'eau. Donc c'est, la fameuse, comptabilité extra en triple capital
C'est de regarder l'entreprise, non pas seulement par le résultat financier, mais aussi par d'autres prismes. Et là, c'est très intéressant. Je fais une petite analogie, mais c'est comme si on disait, Total, elle va forcément mourir, même si elle fait des milliards de profits, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de pétrole. Tu prends un agriculteur qui fait du maraîchage sur sol vivant, qui a une ferme de 2 hectares sur sol vivant, ça peut durer 1000 ans. Donc en fait, c'est extrêmement durable, c'est tout petit mais durable. Et du coup, ce qui m'animait moi, c'était, de prouver que je pouvais, via mon écosystème, cette entreprise, peser positivement. Pour aller plus loin et faire écho à ce que je viens de dire, on a monté un fonds de dotation qui est actionnaire de la holding un peu à la Patagonia. Donc moi, j'ai transféré, une partie des titres de ma holding au fonds de dotation. 80 de la valeur qui est créée à l'intérieur de la holding va vers le fonds de dotation. 80 de la valeur de la création de valeur de la holding va vers la philanthropie, le bien commun et l'intérêt général. Et avec cet argent, pour finir, on soutient des associations qui militent pour la protection du vivant, donc une quinzaine à l'heure d'aujourd'hui, et on rachète des forêts, des terres qu'on laisse en libre évolution. Donc voilà, donc la boucle est bouclée.